Monsieur le gouverneur, Madame la bourgmestre, Messieurs les bourgmestres, chers membres, chers entrepreneurs, au nom des membres de l'organe d'administration et de l'ensemble de toute l'équipe de la CCI, je vous souhaite la bienvenue à Momentum. C'est déjà la 3e édition de cette soirée de gala dédiée à l'entrepreneuriat namurois et je suis ravie de vous voir si nombreux dans cette église. Alors je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement nos sponsors structurels et stratégiques, ils sont au nombre de 9, pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Ils sont à nouveau nombreux à avoir répondu présents ce soir et donc je les en remercie. Merci également à nos partenaires du jour, Namur Invest et le BEP, fidèles compagnons de Momentum depuis la première édition. Merci beaucoup, ainsi qu'à notre partenaire audiovisuel Electrobox qui, par ses jeux de lumière, agit dans l'ombre pour sublimer les lieux qui nous accueillent lors de nos événements. Grâce à eux et grâce à votre présence, cette soirée, c'est déjà une réussite. Alors nous avons la chance de nous retrouver dans ce cadre exceptionnel de l'abbaye de Maretsou. Ce lieu profondément enraciné dans l'histoire incarne aussi la capacité à allier tradition et innovation. Symbole de transmission et de pérennité, elle nous rappelle que nos racines ne nous retiennent pas au passé, mais qu'elles nourrissent les projets qui fascineront notre avenir. Alors d'avenir ce soir, évidemment, il en sera question. Moi, je ne vais pas lâcher un grand secret en disant que malheureusement la candidature de Namur comme capitale européenne de la culture n'a pas été retenue. Mais elle a semé tellement de graines, des idées, des projets, des collaborations et partenariats parfois inattendus, une énorme énergie collective. Et nous pensons qu'en tant que communauté d'entrepreneurs et de décideurs, il est de notre devoir et de notre responsabilité de prolonger ce souffle et de lui donner corps. Ce soir, Momentum, c'est donc l'occasion de célébrer l'énergie collective et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour bâtir ensemble un avenir ambitieux et durable. De durabilité, il en sera également question tout à l'heure, puisque nous aurons l'occasion de remettre le diplôme lors de la mise à l'honneur de nos entreprises engagées dans la certification en entrepreneuriat durable. Mais pour l'heure, je passe la parole au Père Abbé, qui nous fait l'amitié de nous accueillir dans ce lieu exceptionnel. Quant à moi, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée, riche en rencontres et en inspiration. Le lieu s'y prête. Bonne soirée. Sur ma feuille, il est écrit « Monsieur le ministre », mais il paraît qu'il va arriver. Monsieur le gouverneur, Madame la bourgmestre, Madame la rectrice, Messieurs les autres bourgmestres et Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole devant des gens comme vous. Et je précise que la BMW devant l'abbaye n'est pas la mienne. Je suis influenceur, je rappelle que c'est l'entreprise Louillet. Je ne sais pas où ils sont, ils me reversent 10% pour avoir placé le produit. Si je prends la parole ce soir, ce n'est pas en tant que PDG de Maretsou. J'ai à côté de moi des personnes plus compétentes que moi pour cela. Monsieur Charles Dorgeot, directeur général, qui vient d'être engagé. Monsieur Bernard Torlet, directeur commercial, Monsieur Emmanuel Gillot, chargé d'affaires et qui a aidé à cette soirée, et Madame Fabienne Demarsin, chargée de projet et de communication à l'abbaye de Maretsou. Toutes ces personnes œuvrent avec compétence pour Maretsou et je les remercie. Et si je prends la parole, c'est encore en tant que tout jeune père abbé de l'abbaye de Maretsou, puisque j'ai été élu au mois de décembre dernier. Je ne suis pas un PDG, je suis plutôt au service de mes frères. Il est rare, voire inédit, d'ouvrir les portes de notre église abbatiale pour accueillir un tel moment de rencontre au pied même de l'autel. C'est une belle opportunité d'accueillir ici à Maretsou des chefs d'entreprise
que je suis particulièrement ravi de recevoir. Alors, il paraît que le temps m'est compté. 1 minute 30 seulement, j'ai déjà dépassé le temps. Non pas pour vous retracer 2000 ans d'histoire, mais pour rappeler les plus de 150 années de vie bénédictine ici à Maretsu. En 1872, des moines venus de Beuron, en Allemagne, ont fondé ce joyeux néogothique devenu aujourd'hui un fleuron du patrimoine et du tourisme wallon. Avec plus de 600 000 visiteurs par an, l'abbaye de Maretsu est le 3e site le plus visité de la région après Paradisa et Walibi. Ne faites pas les liens entre ces 3 sites. Mais au-delà des chiffres, ce qui rend Maretsu unique, c'est son écosystème vivant. L'abbaye elle-même, avec sa communauté active et son hôtellerie, lieu de paix et de ressourcement, ses activités économiques, boulangerie, fromagerie, microbrasserie, buanderie, atelier de céramique, atelier d'entretien, visite guidée, ses activités culturelles, concerts, expositions, événements qui font rayonner notre patrimoine. Tout cela est rendu possible grâce à nos 250 collaborateurs et à leur engagement au quotidien. Mais nous faisons face à des défis importants et notre ASBL repose sur un équilibre financier malheureusement très fragile. Comme toute entreprise, nous subissons l'inflation, les contraintes réglementaires et devons assurer un entretien annuel de nos bâtiments qui représente à lui seul 1,5 million d'euros. Alors, vous avez admiré notre abbatiale. Eh bien, notre abbatiale, elle vieillit et montre aujourd'hui de graves signes de faiblesse. C'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre, dès 2026, de vastes travaux de restauration. Ces travaux ne sont pas seulement un fardeau, ils sont un signe d'espérance pour l'avenir, une preuve que nous croyons en la transmission de ce patrimoine aux générations futures. Enfin, sachez que l'abbaye de Maretsu se veut aussi un lieu ouvert pour tous vos projets. Nous proposons des espaces pour vos réunions, séminaires et événements d'entreprise dans un cadre porteur de sens. Maretsu est un patrimoine incontournable du paysage wallon, patrimoine appartenant à tous et à toutes. Sa sauvegarde n'est pas seulement notre responsabilité et c'est pourquoi nous sollicitons aujourd'hui la générosité de tout un chacun. Je vous invite à présent à découvrir en avant-première un petit film de notre projet qui sera officiellement présenté à la presse vendredi prochain et au grand public le 12 octobre. Et pour paraphraser le slogan que j'ai découvert sur une des télés à l'entrée du cloître, « Entreprendre ensemble pour un avenir durable », eh bien, je vous invite à entreprendre ensemble pour un avenir durable pour ce beau projet de la basilique de Maretsu. En Wallonie, au cœur du Namurois, l'abbaye bénédictine de Maretsu est l'un des chefs-d'œuvre majeurs du style néogothique en Belgique. Les impressionnants bâtiments, construits en petit granit, ont près de 150 ans. La monumentale église abbatiale, elle couvre plus de 2000 m², est devenue basilique en 1926 pour favoriser la nouvelle congrégation bénédictine belge tout en confortant l'important pèlerinage à Saint-Benoît, patron de l'Europe et de la communauté monastique. L'édifice va faire l'objet d'une importante restauration. 6500 m² de murailles, 3500 m² de toiture et près de 2 km de zinc et de plomb sont à revoir, parfois à remplacer intégralement.
Les merveilleuses verrières, représentant plusieurs centaines de mètres carrés de verre et de plomb, doivent être nettoyées, réparées et protégées. Pour que cette basilique, cœur d'une abbaye vivante, haut lieu de foi, de prière, de culture et de tourisme, ouverte à toutes et à tous, retrouve sa splendeur, nous avons besoin de vous. Merci, Père Abbé, pour vos propos. Vous aviez 1 minute et demie, j'en ai 5. Je pense que je suis à -5 maintenant, à mon avis, par rapport au temps qui était accordé. Bonsoir à toutes et à tous, en votre titre et qualité. Je n'irai pas plus loin. C'est un plaisir, c'est impressionnant, en fait, de se retrouver dans un lieu aussi magique. Alors, vous n'avez pas l'habitude de vous adresser à des gens comme nous. Et moi, je n'ai pas l'habitude à m'adresser à ces personnes-là dans des lieux aussi spectaculaires. Je pense que Momentum est là pour rester finalement un événement qui se doit d'être marquant. La volonté, justement, c'est de rassembler pour permettre justement à la Chambre de commerce de parvenir à connecter. Ça fait partie justement de ces activités. Connecter les entreprises, connecter ses représentants pour justement leur permettre, ensemble, de construire durablement un monde meilleur. Je vais aller jusque-là. Et mon Dieu que c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous avez vos défis, et finalement vous avez les défis d'une entreprise. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à une multitude de difficultés. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui avec ACT, on n'a jamais été au plus proche, entre guillemets, du pouvoir politique pour justement le conseiller, le pousser, le bousculer, pour essayer d'accélérer cette transformation. C'est lent, c'est trop lent. Alors il a été reconnu ici dernièrement qu'il y a un travail quand même de fond qui a été fait. Effectivement, beaucoup de projets sont sur la table, beaucoup de décrets sont en cours d'adaptation, mais malheureusement, je ne voudrais pas apporter de mauvaises nouvelles, on ne verra pas de grands changements ici sur 2025. Au mieux, si on les voit, c'est peut-être courant 2026, peut-être fin 2026. C'est atrocement lent. Je l'évoquais tout à l'heure en discutant avec quelques-uns d'entre vous. Dans une entreprise, quand finalement on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'agilité, on agit, on modifie la structure. On fait en sorte finalement d'avoir du sang neuf, d'engager des profils qui vont nous permettre de franchir un cap, de corriger ce qui ne va pas. On l'a entendu, avant les élections, il était important justement d'avoir une vraie capacité de travail au sein de l'administration, au sein du pouvoir politique. C'est en cours. C'est en cours. Moi, je vois des belles personnes, je vois des promesses, malheureusement. Par contre, quelque chose qui est formidable, et je voudrais encore insister dessus, c'est qu'avec ACT, avec cette grande famille, avec ce rapprochement dont on a déjà eu l'occasion de vous parler, on a vraiment un ensemble de personnes qui regardent dans la même direction et qui posent finalement les mots que vous attendez dans des documents qui ne sont finalement que des recommandations, mais je vous assure bien que ces mots-là se retrouvent dans les décrets qui seront en application dans les mois et années à venir. Il est temps. Je participais il y a 2 jours encore à un colloque sur l'industrie, des débats intéressants, des CIO, des représentants politiques. Il y a une vraie prise de connaissance et de conscience sur les différents axes sur lesquels il est important de travailler. Disposer d'une énergie en quantité suffisante, durable tant qu'à faire. Pas davantage parce que j'aimerais bien rester connecté justement à mon public. Donc l'énergie dont on parle beaucoup, on est tous en train aussi de faire notre transition. On passe progressivement, pas la voiture qui est devant l'abbaye aujourd'hui, mais on passe de plus en plus sur des véhicules électriques. Et toutes ces différentes démarches qui sont finalement poussées par le politique nous mettent encore un petit peu plus devant ce sentiment un peu
un peu désagréable que, tiens, finalement, on va quand même à un moment avoir un problème, on ferme des réacteurs nucléaires, on sait que l'énergie, finalement, ne va pas venir directement via les éoliennes parce qu'on n'aura pas, entre guillemets, de puissance suffisante sur ces axes-là. Donc voilà, des thématiques qui sont embêtantes. La nécessité, finalement, aussi de simplifier. Simplifier, 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 plutôt que de complexifier. On vient aussi avec chaque année de nouveaux changements. L'horizon dans lequel finalement une entreprise est amenée à évoluer est incertain, parce que finalement on ne sait jamais quand le nouveau décret ou quand, entre guillemets, la nouvelle législation sociale, fiscale va impacter nos entreprises dans ces différents domaines. Donc voilà. C'est un constat un peu dramatique. Ça permettra en tout cas d'avoir un petit peu de débat autour de la table. Mon message en tout cas, il se veut surtout inspirant sur le fait que, avec les équipes de ACT, on travaille pour justement être au plus près des entreprises, pour écouter vraiment les besoins de celles-ci et les faire remonter pour être certain justement que l'horizon qui se dessine demain convienne je vais dire aux entreprises pour qu'elles puissent justement être en capacité à performer durablement. Je crois que j'ai déjà épuisé mes 5 minutes. Je ne serai pas beaucoup plus long parce que finalement, on vous a tous repris vos verres. Et il y a encore un petit panel derrière, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur justement ce qui s'est passé ces derniers mois par rapport à une belle candidature qui a créé justement un élan assez important. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est quand on a un objectif qui est défini, qui est clair, ce qu'on voit, c'est que des hommes et des femmes sont capables de s'associer pour justement approcher cet objectif, le réaliser, le concrétiser, et quoi qu'il arrive comme résultat derrière, on a créé quelque chose. Et c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et on va passer directement à la suite. Bonjour à toutes et à tous. Namur, ville candidate au titre de capitale européenne de la culture en 2030, c'était un défi ambitieux, fabuleux, mobilisateur. Le jury a donc tranché la semaine dernière, vous le savez, préférant Louvain à Namur et Molenbeek. Mais quel chemin parcouru, quelles avancées enregistrées. La belle histoire ne s'arrête pas. Quand nous avons fixé la thématique Namur 2030 pour cette soirée, on ignorait évidemment quel serait le choix posé. Mais qu'importe finalement, car les Namurois vont rebondir et il est déjà temps d'aborder les perspectives nouvelles créées par cette candidature. Pour en parler, nous avons invité quelques-unes des protagonistes de ce projet. La première, elle incarne le visage, toujours souriant, de Namur 2030. Elle a été commissaire de cette candidature et dirige la structure Namur 2030. J'invite Laura Latour à nous rejoindre. C'est une figure économique emblématique en province de Namur. Il a représenté avec brio la voix des entreprises dans la préparation et dans la défense de cette candidature. J'appelle Bertrand Guelette. Il est rare qu'une rectrice d'université s'engage à ce point dans un tel projet. Présidente de Namur 2030, elle n'a pas ménagé ses efforts pour donner une dimension encore plus large à la candidature. J'invite Annick Castio à venir s'installer. Elle est bourgmestre faisant fonction d'une ville, Namur évidemment, mais elle a en fait porté tout un territoire, rangé derrière un même objectif. C'était bien une spécificité de cette candidature. J'invite Charlotte Basler à nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous. Ça ira mieux comme ça.
Ce sont donc 12 personnes de l'Union européenne, dont 2 Belges, qui ont choisi Louvain. Alors j'imagine que vous attendez avec impatience le rapport de ce jury qui devrait vous parvenir à la fin du mois octobre. Alors on ne va pas refaire le match, mais ce serait quand même impossible d'entamer cette table ronde sans revenir sur cette décision. Et comme premier tour de table, j'aurais envie de vous demander finalement, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Allez, je commence, comme ça je laisse aux autres le temps de réfléchir. Peut-être le fait qu'on s'y est pris un peu tard. Hein, on a commencé après les autres, la candidature de Molenbeek, celle de Leuven et celle d'ailleurs des autres villes qui étaient candidates au premier tour, avait commencé plusieurs années en avant ou en arrière, je ne sais pas comment il faut le dire. Et donc je pense que la ville de Namur s'est dit, et je laisserai Charlotte compléter, on a une stratégie culturelle formidable déjà depuis des décennies, essayons de monopoliser, de capitaliser sur cette stratégie et d'avancer de manière à pouvoir avoir ce titre éventuellement. Mais on s'y est pris quand même un peu tard. Et c'est formidable d'ailleurs de voir avec ce retard qu'on avait accumulé, le résultat qu'on a pu obtenir. Oui, je vais juste un peu compléter parce que c'est vrai qu'on s'y prit tard, mais bon, finalement, c'est un peu nous les Namurois. Hein. On arrive tardivement, mais quand on y est bien, voilà. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Et moi, personnellement, ça m'énerve quand on dit que ça peut être une des causes, parce que quand on voit justement en aussi peu de temps la qualité de ce qu'on a pu apporter comme candidature, ben moi je fonçais, hein, je prenais Namur. Hein. Personnellement, je crois qu'ils n'ont rien compris. Allez, je vais juste penser que Louvain était une ville qui avait abouti, point de vue des finances, point de vue des infrastructures, beaucoup plus loin que Namur, et que c'était rassurant d'avoir une ville qui avait déjà beaucoup. Il lui manquait juste le titre. C'est un peu dommage. Tant mieux pour eux, vraiment tant mieux pour eux. Maintenant, on va travailler ensemble pour en profiter tous ensemble. Moi, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'on va recevoir un rapport. C'est important de savoir que fin octobre, il y a un rapport très détaillé sur les différentes candidatures. Je pense que c'est important aussi de dire que les qualités des candidatures sont soulignées par l'Europe. On a encore eu un appel cette semaine de l'Europe notamment en disant voilà, c'est un niveau qui est rarement atteint. On l'avait atteint avec la France en 2028 et là on a envie de pouvoir aller plus loin parce que c'est un niveau qui est rarement atteint. Donc ça nous laisse croire qu'on a fait les choses bien. Effectivement, moi je suis aussi d'accord que Leuven, pour le coup, il y a 7 ans de travail derrière. Je pense que ça s'invente pas. 5 ans de plus. Même si effectivement, je crois que la choisir Namur, c'était aussi choisir un peu l'audace, quoi, parce que il y avait 18 mois de travail et que c'était... Je t'ai pris tes mots, quoi. Et voilà, mais je te passe la parole, du coup. Oui, j'allais dire l'audace. Merci. Non, j'allais dire l'audace du choix, en fait, parce que alors qu'à Namur, c'était une candidature aussi pas que supportée par la ville de Namur, c'était une candidature de la province avec des petits lieux de liens qui étaient créés un peu partout. Je suis aussi dans l'informatique et j'ai l'impression que les jurys ont choisi le choix SAP. On prend le choix qu'on ne leur reprochera jamais. Si on prend SAP, c'est le leader mondial, donc on ne peut pas faire d'autres choix. Si on avait pris Namur, on aurait peut-être pris un choix un peu plus audacieux. Et c'est ce qui a peut-être manqué dans le jury, un peu d'audace. Mais bon, c'est difficile de se mettre à leur place. Heureusement, les bénéfices de la candidature, ils sont déjà énormes, évidemment. Alors, avant d'imaginer comment on peut capitaliser et transformer l'essai, on va se pencher un peu plus concrètement sur ces différents acquis. Alors, j'ai entendu Laura se réjouir que finalement, dans ce projet-là, toute la société avait été embarquée et qu'elle avait vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, voire même qui ne se connaissaient à peine. Pour toi, c'était un événement, un aspect vraiment important dans cette démarche. Oui, moi je pense que c'est aussi quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. C'est peut-être un projet qui nous dépasse toutes et tous dans notre individualité. Et c'était un gros challenge avec le peu de temps qu'on avait. Il faut savoir que pour le premier tour, il y avait que 8 mois et on était 6 villes candidates, avec Courtrai, Gand, Bruges, donc qui ont été éliminées au premier tour. Et voilà, moi c'est ce que je retiens de ce travail, c'est de voir travailler des enfants avec des personnes âgées, des entreprises avec le secteur culturel, le secteur de l'économie sociale. En fait, on a eu des représentants de tous les secteurs.
c'est pour moi les plus grandes avancées dans le travail, c'est de voir aujourd'hui travailler ensemble des secteurs qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Je pense que ça a généré un sentiment de fierté important, fierté pas dans le mauvais sens du terme, mais tout à coup aussi se rendre compte qu'on est capable aussi. Et quand je vois par exemple le secteur de la santé et de la santé mentale aujourd'hui, il se passe des choses, ils vont chercher des projets européens sur lesquels ils n'étaient pas fédérés ensemble avant, avec d'autres villes, d'autres partenaires. Et donc pour moi c'est gagné en fait, on se dit, et puis on a des jeunes qui nous disent mais nous on a envie de continuer, on est là, c'est notre ville, et donc je me dis qu'on a touché quelque chose qui doit continuer, mais alors comment, discutons-en tous ensemble. Moi c'est ce que j'ai envie de retenir en tout cas. En préparant cette table ronde, Annick Castio m'a parlé de ce côté très inclusif de la candidature. Et finalement, elle a découvert notamment qu'il y avait plus de 100 langues parlées dans la région namuroise. Et on se demande un peu où sont ces gens qui parlent ces langues. Donc cette candidature, elle a aussi un rôle pour relever des défis. Et je pense qu'il faut toujours les relever. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement on avait cette grande diversité. On voit Namur comme une ville bourgeoise endormie, mais elle a changé depuis plusieurs décennies avec l'arrivée de gens venant de plein de pays du monde. Mais quand on voit les événements culturels à Namur, ou dans la province de Namur d'ailleurs, ils ne sont pas là. Et donc ça pose quand même question. Ça veut dire qu'il y a toute une population qui ne se sent pas partie prenante dans ces projets-là. Et ces gens-là, aller les chercher, aller à proximité d'eux, c'était les petits lieux de lien dont tu as parlé, Bertrand, c'est vraiment ça qu'ils visaient. Et je pense qu'il faut y aller. Il faut poursuivre cette avancée, d'aller à la rencontre des gens, de leur dire, mais nous, ça nous intéresse, c'est pas que vous êtes loin de la culture, c'est que votre culture, nous, on la connaît pas. C'était une des phrases qui avait été dite par un des membres de la délégation qui avait défendu le projet, c'est dire qu'ils sont loin de la culture. Non, c'est que leur culture, qui est pourtant si riche et qui viendrait compléter la nôtre, elle n'est pas partie prenante de ce projet de territoire. Et donc, j'espère vraiment qu'on va avancer ensemble là-dedans. Je pense à aussi, en parlant devant un panel d'entrepreneurs, tous ces jeunes qui sont parfois en déshérence et qui, par la culture, pourraient retrouver un cœur à leur vie, un projet à leur vie, et qui pourraient devenir des employés, des gens qui s'investissent dans le monde entrepreneurial. Il y a plein de bénéfices multiples à aller chercher là, à réintégrer toutes ces personnes dans notre tissu social alors qu'elles en sont éloignées. Une des avancées de cette dynamique, c'est aussi les liens qui se sont créés, davantage en tout cas, entre le monde de la culture et le monde des entreprises. Alors Bertrand était aux premières loges à ce niveau-là. Comment est-ce que vous êtes parvenu à entraîner des entreprises dans le sillage et finalement, qu'est-ce qu'elles proposaient? Parce qu'il y avait différentes formes de collaboration qui pouvaient être envisagées. Alors il y avait déjà un petit noyau que je connaissais lié au groupe Namosa de Prométhea qui fait du mécénat d'entreprise, qui a été créé il y a 5 ans, et donc depuis 5 ans en fait effectivement je me rendais compte qu'il y avait un lien qui se créait entre la culture et les entreprises. Et puis, quand j'ai rencontré Laura la première fois, j'ai participé à un des workshops, des ateliers qui ont été faits au début, là, avec tous les citoyens, etc. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Elle m'a dit en sortant, ce serait bien qu'on discute des entreprises et de voir quel lien il y a possibilité de faire. Puis on s'est revus, et puis elle m'a expliqué la candidature. Je me suis dit, waouh, punaise, quoi. Ça, je ne m'attendais pas à ce que ça recoupe autant de choses au niveau du territoire, parce que ça, on parle de culture, mais on parle aussi d'investissement, je veux dire, de structure pour la culture, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très enthousiasmant et bluffant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je fais le mieux. J'en ai parlé à mes copains entrepreneurs en disant, il y a un truc qui se passe à Namur, vous ferez bien de jeter un œil. Et puis on s'est réunis à une cinquantaine, une première fois. On a brainstormé une demi-journée, et certains de cette journée-là sont là ici ce soir, et on a essayé de trouver des liens, des ponts entre la candidature, entre la culture et les entreprises. Et puis de là, 450 entreprises ont marqué via des événements ou via le site internet un vrai intérêt avec la candidature de Namur 2030. Et donc on sentait vraiment qu'il y avait un mouvement, et quand le jury est venu à Namur 3 jours avant la défense, j'ai simplement envoyé un petit mail à des copains en disant, écoutez, ce serait bien qu'il y ait des entreprises qui soient présentes sur une partie de la journée, et on sait tous qu'on a des agendas hyper chargés. Et moi j'étais très heureux de voir que de nouveau une cinquantaine d'entreprises étaient au pavillon au moment où on a parlé des entreprises, au jury qui était là. Donc il y a quelque chose qui s'est créé et qu'il ne faut pas laisser tomber le soufflet, comme on dit. Alors David, au-delà du côté fédérateur d'un événement concret comme celui-là, est-ce qu'il est difficile de mobiliser les entreprises par rapport au monde de la culture
notamment les PME, qui sont évidemment ultra majoritaires en Wallonie. En général, c'est plus aisé de mobiliser les grandes entreprises. Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus aisé. En tout cas, elles sont certainement plus sollicitées. Parce que finalement, quand on est à la recherche finalement d'aide, principalement en général c'est financière, on a tendance à se tourner d'abord vers ceux qui potentiellement laissent à penser qu'il y a plus de disponibilité de ressources. Mais je pense qu'effectivement, et ça a été dit ici précédemment, ce qui était important, c'était justement de pouvoir créer un élan solidaire entre une multitude d'individus, entre une multitude de sociétés, tout type confondu. Et c'est en ça que je pense qu'on a la possibilité, dans ces cas-là, de changer les choses. C'est dommage de ne pas avoir pu démarrer plus tôt, parce qu'effectivement, on aurait pu mobiliser davantage les entreprises, parce que quand elles comprennent l'objectif, je pense que ce sont les meilleurs drivers. C'est au travers, entre guillemets, de chacun des représentants des entreprises qu'on parvient aussi à diffuser le message dans les équipes et finalement d'avoir un mouvement collectif important. Mais tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut certainement estimer que c'est plus difficile quand on a une petite structure, qu'on n'a pas, quand on est déjà au four et au moulin du matin au soir, on donne toute son énergie pour son activité principale. C'est difficile derrière de faire autre chose, que ce soit pour la culture ou encore un autre domaine. La candidature, elle a aussi créé des liens avec le pôle académique. Et derrière le pôle académique, ce n'est pas seulement l'université, mais c'est aussi toute la question de la formation des jeunes et même de l'éducation à la citoyenneté. Ça, c'était aussi une dimension qui comptait beaucoup. Oui, donc le pôle académique, c'est quand même 14 institutions, et je viens justement du plan stratégique du pôle académique, c'est comme ça que je suis arrivée en retard. Et donc on a considéré que le lien entre le monde académique, les différentes institutions du pôle, que ce soit la formation pour adultes, les hautes écoles, l'université, l'IMEP, et le monde culturel était absolument indispensable. Et que quand un étudiant vient passer quelque part de l'âge de l'adolescence, l'adolescence tardive, je vais dire, à l'âge adulte, cette transformation de l'être humain qu'il est, elle ne passe pas que par des connaissances qu'on insuffle dans son cerveau, mais elle passe par toute une expérience, et que l'expérience de la culture et de la diversité culturelle est absolument indispensable pour qu'elle devienne un citoyen, une citoyenne qui ose investir dans la société, entreprendre, etc. Et donc, quelque part, Namur 2030 a rencontré un projet que le pôle avait déjà, de mettre la culture au cœur de ses activités extra-académiques, de collaborer avec les institutions culturelles et d'offrir aux étudiants du pôle, et ça c'est un objectif qu'on va continuer à atteindre, un pass culturel. Donc l'idée c'est que les étudiants puissent bénéficier de l'offre culturelle qu'on a à Namur et être aussi acteurs de cette offre culturelle. Ils ont été partie prenante, hein. On les a vus aux ateliers de Baumel nous dire ce qu'ils envisageaient pour Namur 2030, comment ils voyaient Namur 2030, c'était vraiment très émouvant et très riche. Et donc on va poursuivre ce travail avec les jeunes de toutes les institutions, leur offrir accès à la culture, mais aussi les rendre conscients qu'ils ont un rôle culturel à jouer dans la société. Namur 2030, c'était la candidature d'un territoire et pas seulement d'une ville. Alors j'ai repris quelques chiffres. La candidature, elle portait sur un bassin de plus de 500 000 habitants. Il y avait notamment 20 centres culturels qui étaient impliqués, 13 musées, 5 théâtres, 32 groupes folkloriques, et j'en passe. Alors Charlotte, comment est-ce qu'on fait prendre la sauce quand il y a autant d'acteurs d'horizons un peu différents ? D'abord, on a un projet qui parle à tout le monde. Je pense qu'au départ, sur les territoires, quand on parle de Namur, en province, c'est un peu considéré comme la commune qui écrase un peu les autres. C'est la commune qui prend tout, oui, mais c'est tout pour Namur, dès qu'il y a un projet, c'est pour Namur. Et ici, par Namur 2030, on a directement été chercher les communes en leur disant « mais le projet, on ne le veut pas pour nous. Vous pourrez en ressortir quelque chose. Le projet, il est avec vous. Venez participer avec nous. » Parce que Namur est connu à l'international, ce qu'on ne le connaît pas assez d'ailleurs, par rapport à les entreprises, par rapport à la ville de Namur. Et là, je dois vraiment remercier Maxime Prévost parce que c'est incroyable le travail qu'il a fait. C'est une ville qui tire beaucoup sur pas mal de réseaux. On a vu avec les universités également. Et là, on a senti tout le territoire qui, au lieu de se sentir écrasé, s'est senti soulevé et a vu la possibilité qu'il y avait de travailler ensemble et en fait d'aller ensemble chercher une reconnaissance sur le territoire de la province, mais aussi à la région et même au-delà.
Et je pense que ça a vraiment percolé chez tout le monde. Et monsieur le gouverneur qui est ici présent a beaucoup participé aussi à fédérer les communes autour de nous. Et quand on voit que justement à la venue du jury, autant les entreprises étaient là, 35 communes sur 38 étaient représentées. Là aussi, on pourrait dire, voilà, les bourgmestres, les échevins, c'était pas évident d'avoir tout le monde. 35 communes sur 38. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était juste incroyable. Et je pense que ça, c'est la force de Namur 2030. Au-delà du projet artistique, c'est d'avoir rassemblé tout le monde dans un projet commun et vraiment dans une volonté de rayonner. Et c'est là l'importance aussi par rapport au monde entrepreneurial d'avoir participé à toute cette entreprise. C'est typiquement un projet structurant. On n'en a pas assez. Il y en a un autre qui est en route pour l'instant. C'est la candidature de l'Regio Meuse-Rhin pour acquérir le télescope Einstein. Ça concerne les ondes gravitationnelles. On organisera prochainement un événement où on pourra vous expliquer tout ça en détail. C'est assez technique. Mais dites-vous que c'est plus ou moins l'équivalent du CERN à Genève. Alors David, en quoi est-ce que c'est important pour notre territoire et pour la Wallonie au sens large d'avoir de tels projets structurants ? Je voudrais déjà commencer par une comparaison. On s'y prend déjà tard. Donc il y a déjà une grosse similitude avec le projet de Namur. J'espère que ça ne nous portera pas le même préjudice. Parce que là, on a effectivement d'autres atouts. Il y a moins de candidats. Et on est vraiment sur un territoire qui présente toutes les caractéristiques justement pour voir naître un projet d'une telle ampleur. Forcément, c'est structurant à l'échelle scientifique. On sait derrière que ça va pouvoir permettre finalement d'aller chercher des informations qu'on n'avait jamais pu imaginer aller chercher, et ça fera partie des grandes avancées, je vais dire, scientifiques de demain. Mais plus directement, c'est un projet qui permettra à toute une région, à tout un pays, finalement, de se mobiliser à la construction d'un projet de grande ampleur, très varié. Donc, entre guillemets, ces projets-là, c'est ceux qui ont la possibilité vraiment de transformer un territoire. Et je suis un peu déçu justement qu'on n'a pas été en capacité jusqu'ici à mettre l'énergie qu'il fallait pour justement s'assurer qu'on jouait toutes les cartes et pas seulement se dire tiens voilà, on a a priori une géologie qui permet d'installer ce type d'équipement et ça va suffire. Non, derrière, il faut pouvoir justement mettre les arguments, les commentaires et montrer qu'on a toute une région, un ensemble de personnes, un ensemble d'entreprises qui va être capable derrière de construire ce projet. Il y a une équipe à Namur qui peut vous aider pour ça, pour mettre cette énergie-là. On va regarder. Alors, il y a un autre palier qui a été franchi, c'est la notoriété. Et la notoriété, elle a parlé aux Namurois eux-mêmes, probablement aussi le regard des autres Wallons sur Namur a changé, peut-être aussi du côté des pouvoirs publics au niveau international. Bon, là, je vous laisse réagir en fonction de vos casquettes et de vos différents liens que vous avez tissés. Oui, je pense qu'il y a un saut qui a été fait. Après, moi, c'est aussi à titre personnel quelque chose qui m'emportait beaucoup en rentrant dans ce projet. C'est de se dire, il est temps, quoi. Il y a une phrase qui m'a marqué très fort au tout début du projet d'un étudiant qui venait de très très loin et qui disait, mais moi, dans mon pays, sous Bruxelles, il n'y a rien. Et donc, les villes wallonnes, elles n'existaient pas. Et je me suis dit, mais allez, il faut qu'on existe, quoi. On a plein d'atouts, on a des réseaux, on a des entreprises, on a des universités incroyables, on a des atouts scientifiques et autres. La culture à Namur, quand même, a fait un bond énorme. Bon, c'est le moment, quoi. C'est le moment de collectivement se dire, prenons la place et allons le dire, allons le faire savoir. Et donc, en participant notamment à des réseaux, on a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de soutien de l'AWEX, WBI, des délégations générales Wallonie-Bruxelles auprès de la Commission européenne, de plein de personnes de la Commission. Vraiment, on a eu énormément de personnes clés qui nous ont accompagnés là-dedans. Et on voit que ça fait bouger les choses quand même, et c'est pour ça, je pense, que c'est important de parfois penser des projets plus grands que nous et de se dire, allons-y collectivement, portons quelque chose
auxquels on ne croit pas forcément que ce soit possible tout seul, parce que, par exemple, pas plus tard que cette semaine, je le disais, mais on a un appel de l'Europe qui nous dit, nous, on a envie de pouvoir voir comment identifier toutes les sources potentielles de fonds européens en une seule réunion. On va tous se joindre et vous allez nous expliquer votre projet. Et je me dis, c'est quand même des choses qui peuvent faire bouger les curseurs sur du moyen long terme, et je pense que ça démarre en pensant un peu plus grand que nous-mêmes, et parfois il y a des blocages. Si on réfléchit à une échelle très court terme et à une échelle individuelle, c'est impossible, c'est une certitude, et je pense que si on est d'accord de penser à plusieurs et de penser sur un moyen terme et de se dire d'aller chercher et de croire un peu à ce qu'on est capable de faire ensemble, alors je pense qu'on est capable aussi à Namur, qui quand même est la capitale de la région wallonne, qui est avec laquelle on a énormément d'atouts sur le territoire de la Wallonie, de pouvoir aller un cran plus loin, et voilà, donc et les retours se font sentir, et je l'espère vont se faire sentir sur tous les secteurs, pas que culturels. Je l'ai dit, il y a des opérateurs culturels ou des opérateurs de la santé qui montent aujourd'hui dans des projets européens, mais je l'espère, ça va aussi pouvoir faire connaître Namur et générer de l'attractivité envers le territoire. Peut-être juste rajouter un élément, c'est qu'il y a eu un tissage aussi d'un réseau avec les villes créatives en général, et que ce réseau, il est toujours, on fait partie des villes qui ont candidaté au titre de capitale de la culture. On fait partie du réseau de villes créatives, donc il y a plein de réseaux là dans lesquels évidemment on peut continuer à évoluer, et que le projet namurois, il a parlé à plein de gens. La notion de confluence, le fait de partir de nos divergences, de nos diffluences pour créer confluence ensemble, ça a parlé à plein de gens, parce qu'on est dans un contexte de tension, on le vit tous, et donc on avait demandé par exemple lors de la défense devant le jury à toute une série de collègues que Laura et son équipe avaient rencontrés dans ces villes capitales, les écoques, comme on les appelle, de nous dire en quoi ça leur parlait, cette notion de confluence, et c'était absolument génial en fait. Et donc je pense que même le message apporté au-delà des frontières de la province et du pays vers toute une série de villes qui s'y sont reconnues tout à fait. Et donc ça, on peut vraiment continuer aussi ce message à l'Europe quelque part, qui était, on voulait être un terreau d'expérimentation par rapport à ces confluences. Et c'est sans doute aussi pour ça que l'Europe te recontacte et a envie de continuer avec nous ce projet qui est porteur de sens dans un contexte quand même très très bouleversé pour le moment. Oui, et peut-être juste pour clôturer, mais c'est vrai que dans les capitales européennes existantes ou à venir, en fait, c'est imposé dans les questions du formulaire. Il faut savoir que tout ça est très cadré, c'est un formulaire existant, le même pour tous. Il y a des liens avec les capitales à venir et des villes candidates. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est des projets qui, je pense à Leuven notamment, qui nous recontactent hier en nous disant, voilà, on a élaboré toute une série de pistes. Comment on y va maintenant concrètement, et ça concerne des acteurs culturels du territoire, mais pas que, parce qu'il y a des projets autour de l'agroalimentaire, des projets autour de la santé, des projets autour de différentes forces du territoire. Et donc là, je pense aussi que déjà maintenant, ça peut ouvrir des portes vers l'internationalisation dans plusieurs secteurs. Je vais rebondir aussi parce que c'est important pour une ville comme Namur, et moi je vois le côté politique et institutionnel évidemment de la ville. On est dans une période très compliquée, vous le savez bien, je pense que tout le monde ici le sait, avec des finances qui sont très très compliquées, très serrées, et on a réussi, indépendamment de toute subvention, à fédérer justement tous les milieux autour et à bouger les choses. Alors évidemment, on savait qu'il y avait la carotte au bout si on gagnait, et donc ça a peut-être fait bouger certaines choses. Mais indépendamment de l'argent, on a vu que rien qu'en croyant en quelque chose, on a bougé les lignes. Rien qu'en ayant la certitude qu'on pouvait y arriver, on a fédéré et on a réussi là où l'argent n'y arrivait pas. Pour une ville comme la ville de Namur, pardon. Mais qui est dans une telle difficulté, avoir un tel élan d'optimisme que malgré tout, on se dit, mais voilà, maintenant, on peut continuer à y croire. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que financièrement, on peut pas faire quelque chose qu'on n'y arrivera pas. On doit continuer à être visible. C'est dans les moments de crise, et là, ça en est vraiment ressorti, qu'on doit être encore plus visible et encore plus sur le terrain. Et je pense que ça, c'est vraiment important, et ça met la ville, et on doit continuer à la placer à l'international, à la placer au régional et à la placer dans notre province.
Moi, je dirais qu'outre le regard international, le regard des Namurois sur eux-mêmes a aussi un petit peu changé. Et je vais retenir deux moments, un dans le cadre de Namur et un plus personnel. Quand la visite du jury de nouveau, qui était une journée, il faisait beau, et il avait plu à Leuven, il faisait mauvais à Leuvenbeek, donc on s'attendait tous à gagner rien qu'à cause de la météo. Mais bon, à midi, il y a eu un repas avec les associations, les membres du monde culturel, l'université, les écoles et les entreprises. Il y avait 120 places, je crois que vous avez eu 300 demandes. Et ce moment était fabuleux, parce qu'on était aussi placés à table avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Moi, j'étais en face d'un membre du jury, à côté, il y avait le directeur de l'IMEP. Voilà, moi, c'est des gens avec qui je ne parlais pas forcément souvent avant. Et le deuxième moment, c'est un peu l'élan des Namurois, qui a peut-être été lent, comme d'habitude, hein, mais sur les dernières semaines, moi j'ai reçu plein de messages, et le jury, c'était le lendemain du lundi des Wallonies, et donc il y a je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit « maintenant tu rentres, maintenant tu rentres, maintenant tu rentres », et donc moi j'ai passé un très mauvais, parce que 17h ça allait, mais après tout le monde qui me voyait me disait que je devais rentrer, donc finalement je suis rentré à 19h, je suis jamais rentré aussitôt, et je me suis dit « quoi, ça c'est vachement un élan collectif hein ». Vous l'aurez compris, il y a eu un avant et un après. Alors, il faut quand même être pragmatique, puisqu'il y a une structure Namur 2030 qui a été mise en place, qui va s'arrêter, a priori, c'est prévu comme ça. Financièrement, si on avait décroché la timbale, il y aurait 75 millions d'euros qui ont été disponibles pour mettre en œuvre tous les projets. 90% du public, 10% du privé. Donc, concrètement, vers quoi est-ce qu'on peut aller? Est-ce que la ville est prête aussi à s'engager? Si jamais monsieur le gouverneur veut intervenir parce qu'il a des bonnes nouvelles, ou du côté du BEP aussi, avec Renaud Deguel, je pense qu'il est dans la salle aussi, s'ils ont des bonnes nouvelles, qu'il n'hésite pas. Mais donc, concrètement, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut régler, parce que vraiment, les intentions, c'est très bien, mais il va falloir quand même avoir des forces vives, mobilisables, pour continuer à porter ce projet. Oui, comme je l'ai dit, au niveau de la ville, la situation financière est vraiment compliquée. Ouais. Donc forcément, arriver à mettre de l'argent sur la table pour le projet, il va falloir refédérer tout le monde, aussi au sein du collège, avec les priorisations qu'on connaît pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, on sait qu'on peut se bouger pour aller trouver de l'argent autre part aussi. Et ça, je pense que c'est important aussi par rapport à une commune, c'est de se dire que, en fait, elle a de l'argent, mais elle peut aussi aller en chercher autre part. C'est pas parce que c'est un pouvoir public qui ne peut pas se bouger. Et donc, je pense que la volonté, je ne suis pas sûre que ce soit d'arrêter complètement la structure, parce que je pense qu'elle est importante. Vraiment, d'abord dans sa liberté d'expression, de choix artistique, et qu'on a voulu justement être différencié par rapport aux politiques et par rapport à une structure plus figée que peut représenter un peu le public. Mais donc, il y a des pistes, on sait qu'on doit les explorer maintenant, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais donc voilà, on a envie de les explorer parce qu'on n'a pas envie que le projet termine ici, et on sait tout le potentiel qu'il peut avoir. Donc on a vraiment envie de continuer. Oui, tout à fait. Donc l'idée de maintenir l'association, on en discutera la semaine prochaine. Je pense qu'on a un organe d'administration lundi, et qu'on va aussi reprendre ce beatbook, ce magnifique projet qui a quand même récolté beaucoup de félicitations de la part du jury et qui a enthousiasmé les Namurois, de manière à voir, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire peut-être un peu plus modestement, de manière à ce que tel ou tel acteur reprenne un peu le lead sur tel ou tel projet. Je pense par exemple à des projets essentiels comme les passeurs du réel, les enjeux des fake news par exemple, et là on avait déjà des projets avec les RTBF, et donc je suis sûre qu'on va poursuivre ce type de projet. Et puis pour des projets plus ambitieux, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Laura a parlé des opportunités européennes, peut-être qu'on n'osait pas jusque-là passer la porte de l'Europe, et que maintenant on se dit mais oui, finalement ils nous demandent eux-mêmes, ils nous encouragent eux-mêmes, et donc c'est la même chose aussi sur certains projets plus de recherche qui étaient liés, puisqu'on avait par exemple l'idée de ce laboratoire interuniversitaire sur le numérique durable, parce qu'on pense vraiment que l'enjeu de cette
Twin Transition, comme dit l'Europe, il est très important et il était fort lié à ce projet puisque c'était un projet très axé sur le numérique, mais aussi sur la durabilité. Donc on va essayer de voir comment on peut poursuivre dans cette voie-là. Donc je pense que chacun va pouvoir prendre la responsabilité d'un certain nombre de choses, d'aller chercher de l'argent de manière à pouvoir financer ce qui n'est pas faisable sans financement additionnel. Et on pourra peut-être pas tout réaliser, mais on va quand même avancer dans une partie du programme, ça c'est certain. Du côté des entreprises, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Il faut profiter aussi de l'audience qu'on a ce soir avec beaucoup de dirigeants d'entreprise. Quel est le message qu'on peut porter ? Dans le cadre de Namur 2030, il y avait tout un projet de créer un club d'entreprise pour, alors pas un énième club d'entreprise, mais un club d'entreprise un peu différent, justement pour porter la candidature et apporter des moyens. Et ce que je pense, c'est qu'on croit trop souvent que les entreprises, c'est du moyen financier. Oui, c'en est, effectivement. On a un tissu de PME, elles peuvent... je sais, par exemple, que pour Mons 2015, c'était 1000 PME qui avaient mis 1000 euros. Ouais, c'est pas grand-chose, 1000 euros, c'est une somme, mais fois 1000, c'est important. Donc pourquoi pas, mais aussi c'est du mécénat de compétences. Les entreprises peuvent aider parce qu'il faut des camions, peuvent aider parce qu'il faut des lieux pour exposer, peuvent aider parce qu'il faut des compétences, que ce soit financières, ressources humaines, etc. Et quelque part, on nous parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises. Ben, une entreprise qui s'engage dans un chemin culturel associatif, parce que la culture représente aussi beaucoup d'associations derrière, ben, quelque part, elle fait une partie de son chemin RSE. Et donc, il y a plein de moyens. Et donc, on va être créatif. Et ça, bon, on s'y met tard, mais on est assez créatif, je pense. Alors, on va aussi se tourner vers le président de la CCILVN. Oui, je vais envoyer parce qu'effectivement, comme Bertrand le souligne, les entreprises, aujourd'hui, elles ont la possibilité, finalement, de s'impliquer dans une multitude de projets hors scope entreprise, juste parce qu'elles sont, je pense, aujourd'hui plus conscientes que jamais de l'importance, justement, de s'impliquer dans leur région, de s'impliquer finalement à ce que l'environnement direct dans lequel leurs collaborateurs finalement vivent, on a tout intérêt finalement à ce que ce soit le must pour être certain finalement que chacun s'épanouisse et trouve cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc je pense qu'au niveau de la Chambre de commerce, on a cette possibilité, à minima, de faire connaître les besoins. Le mieux, c'est de les identifier forcément au préalable, et je pense qu'ici, le travail qui a été fait permettra assez facilement de rebondir sur, tiens voilà, quels sont les projets demain qu'on aurait envie de porter, quels seront les besoins immédiats justement pour faire avancer ce projet-là. Et avec les chambres de commerce, parce qu'on peut parler, je vais dire, de manière large. C'est certainement important d'avoir le focus sur Namur, mais je suis convaincu qu'entre guillemets, on a des entreprises qui sont de la région liégeoise, qui ont peut-être aussi la possibilité de s'impliquer, de mettre à disposition des moyens quels qu'ils soient. Donc je pense qu'à minima, on peut donner une sorte de caisse de résonance à ces projets, et pour voir justement comment derrière on sait avoir cet esprit conquérant et fédérateur qu'on a déjà eu le plaisir de voir ces derniers mois. Eh bien, battons le fer tant qu'il est chaud, battez le fer tant qu'il est chaud, parce qu'on a dit que c'était un projet collectif, donc chacun d'entre nous peut être acteur à ce niveau-là. Et puis j'aurais tendance à dire, pour clôturer, que surfons sur la fierté retrouvée des Namurois. Et je vous souhaite à tous, en vous remerciant, une bonne suite, et gardez votre énergie et tout ce que vous avez apporté dans ce projet. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Frédéric, merci à tous les intervenants pour vos échanges. Alors, je suis toujours chaque fois portée par l'enthousiasme et je trouve que, alors qu'on aurait pu croire que le creux après l'annonce, voilà, c'est jamais agréable, mais là on sent vraiment toute la motivation et tout l'enthousiasme qui reste et on a envie
on a envie de soulever des montagnes avec vous et on a envie d'y aller. Donc franchement, merci pour ça. Et donc ça fait super fort écho, puisque j'ai repris mon petit discours, au fait qu'il est essentiel de penser l'avenir de notre territoire de manière collective et engagée. Donc voilà, je ne voulais pas plagier, mais comme disait Bertrand, on a piqué l'audace et on a piqué le collectif et l'engagé. Et donc dans les chambres de commerce aussi, on a voulu traduire cette conviction d'un territoire collectif et engagé en actions concrètes avec notre projet de certification en entrepreneuriat durable. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi prendre soin du territoire, de ses collaborateurs et des générations futures. Et donc la certification accompagne les entreprises dans ce cheminement. C'est un parcours volontaire et progressif qui est fondé sur les objectifs de développement durable et qui permet aux entreprises qui s'y engagent d'évaluer leurs pratiques, d'avancer pas à pas sur base d'un plan d'action qu'elles ont elles-mêmes développé, d'être accompagnées, d'être challengées parfois et d'être reconnues pour leur engagement. Et donc ce n'est pas seulement une démarche individuelle puisqu'elle crée une vraie dynamique collective. On a plus de 45 entreprises déjà qui se sont engagées dans ce chemin sur la durabilité, chacune avec ses priorités, mais toutes avec la même volonté de conjuguer compétitivité et durabilité. Et parce que les exemples aspirent toujours plus que des longs discours, je vous propose de découvrir en vidéo les lauréats de la première année, qui sont en première année, puisque c'est un parcours en 3 ans de l'année 2025. Avant la certification, nous avions beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, notre posture est différente. On se sent plus fort et il y a une cohésion d'équipe et ça percole vers l'extérieur. Ça se sent, ça se voit. Notamment du point de vue de la cohésion de notre équipe et de la dynamisation de notre cabinet. Et puis on a rejoint un chouette réseau d'entreprises qui partagent la plupart de nos valeurs. Le bénéfice d'un mécanisme de certification, c'est certainement de structurer l'approche et de pouvoir organiser les travaux pour concrètement avancer vers un plan d'action, pas seulement une intention, mais un plan d'action. Dans le cadre de la certification, il ne faut pas hésiter à se retrousser les manches et de temps en temps à enfiler des gants. Pour 2030, nous avons l'espoir de pouvoir produire de l'électricité, produire de la chaleur, utiliser ces boues comme fertilisants. Éloi s'est engagé à ramener plus de durabilité dans ses activités de construction et de traitement des eaux. Et on ne pourra y arriver que si on embarque la majorité de nos 500 collaborateurs dans la démarche. Dans le sens où on pense qu'il n'y a pas une action qui soit plus importante qu'une autre, mais que le plus important au fond, c'est vraiment de construire une responsabilité collective. Et c'est très important pour nous en tant que dirigeants, mais aussi pour nos collaborateurs et donc pour nos clients. Et même les petites actions auront une importance pour transformer les entreprises d'ici 2030. En tant que club de football, nous sommes bien placés pour savoir que chaque rencontre se remporte collectivement. Joueurs, staff, supporters, chacun a un rôle à jouer. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il faut à un moment donné se lancer et ne pas avoir peur des échecs. Et donc j'invite vraiment toutes les entreprises désireuses de se mettre en mouvement, de rejoindre la certification. Donc oui, allons-y tous ensemble, engageons-nous dans la durabilité. Voilà. On peut les applaudir. Et donc, pour illustrer ce propos de ce soir, j'ai le plaisir d'inviter d'abord notre président David, qui va pouvoir remettre le diplôme de lauréat 2025 à Aricia Evlar, qui représente l'entreprise Plan C, qui a brillamment terminé sa première année. Donc, félicitations à Plan C. Voilà, et ceci va clôturer notre partie académique dans ce lieu tout à fait atypique. Je pense que tout le monde sera ravi de se diriger vers le réfectoire pour aller prendre ensemble un verre et pouvoir passer à la partie repas. Je vous laisse suivre mes collègues qui vont vous accompagner jusqu'au réfectoire. Bonne soirée.